1793, donc le 12 octobre 1793, Barère, dont on parlait tout à l'heure, qui avait demandé à la tribune de la Convention que l'on procédât à la profanation, enfin on ne disait pas profanation, nous dirons au nettoyage en quelque sorte des tombeaux des ci-devant rois à Saint-Denis. Donc à partir du 12 octobre 93, on va procéder à ce nettoyage entre guillemets. Et c'est Henri IV qui est le premier, parce que les corps des Bourbons étaient dans une crypte, qui est la crypte d'ailleurs qu'on visite maintenant à Saint-Denis au sous-sol, hein, qui est avec les tombeaux de Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVIII, etc. Et donc là, à l'époque, les cercueils n'étaient pas enterrés, mais étaient posés simplement sur des tréteaux. Hein. Et donc le premier que l'on va chercher au fond de la crypte, c'est le premier entré finalement, hein, le premier Bourbon, donc Henri IV, qui est donc ouvert le 12 octobre 1793. Donc on a plusieurs témoins oculaires de ces événements. Donc on a Don Druon et Don Poirier, qui sont d'anciens religieux qui assistent, qui vont faire une relation de ces profanations, et un autre témoin oculaire qui lui aussi a un rôle officiel, qui est le fameux Alexandre Lenoir, qui va être le fondateur du musée des monuments nationaux, des monuments français, et qui va sauver, alors là on a une image un petit peu grandiloquente, mais enfin c'est assez ça quand même, qui va sauver les plus beaux tombeaux de Saint-Denis de la destruction en les emportant, les ayant transférés donc, dans son musée des monuments français. Or, Lenoir va assister donc à toutes les profanations, et en particulier, il est vraiment là au moment de l'ouverture du tombeau d'Henri IV, du cercueil d'Henri IV, et il va, dans sa relation, alors il fait plusieurs relations, parce qu'on nous dit, oui, mais il a fait une relation en 1801, c'est tard, il a dû rajouter des choses, il a menti. Ce qui m'étonne, et ce qui m'amuse un petit peu, c'est que d'un côté, on va chercher Lamartine, 1847, qui n'a absolument assisté à rien, et qui parle d'un art des Italiens dont personne n'a entendu parler, et là, c'est parole d'évangile, mais par contre, Alexandre Lenoir, qui était là, qui fait déjà un premier compte-rendu quelques jours après, qu'on a manuscrit aux Archives nationales, et puis qui ensuite va publier ça en 1801, donc quand même pas 50 ans après, hein, 6 ans après, 6 ou 7 ans après, là, Lenoir, c'est un menteur. C'est un menteur parce qu'évidemment, il ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Donc ça, évidemment, une histoire, quand on trie les témoins, bien sûr qu'on est sûr de ne pas se tromper. Or, Alexandre Lenoir, on ne voit pas bien pourquoi il aurait inventé cette affaire, nous dit, et en plus il dessine, là on voit aussi une autre image de cette profanation, là l'ouverture du cercueil d'Henri IV. Donc il nous dit, Lenoir, j'étais là, c'est peut-être bien Lenoir qui est là, hein, enfin c'est un de ces personnages-là. Il dit le corps était vraiment conservé d'une manière extraordinaire, aussi bien que quelqu'un qui aurait vu la statue d'Henri IV sur le Pont-Neuf le reconnaîtrait. Bon, je vous ai montré tout à l'heure le crâne Bourdet, il faut quand même avoir un petit peu d'imagination pour y voir Henri IV. Le même Lenoir fait un dessin tout de suite à la sortie du cercueil de la momie d'Henri IV, que l'on voit, alors j'ai fait un détail sur la tête, avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, hein. D'ailleurs tous les témoins disent qu'il avait encore sa barbe, etc. D'ailleurs un soldat va couper un petit morceau de cette barbe ou de cette moustache pour en faire des reliques, et on sait que le Noir, là pour le coup, s'il n'a pas volé la tête, il a effectivement pris, comme beaucoup de gens à l'époque, et on en parlait tout à l'heure, effectivement, on aimait bien avoir des petites reliques, mais bon, c'était, vous savez, l'époque était quand même dangereuse, et on n'allait pas, on a un témoin qui explique qu'il a essayé de prendre un bout d'ongle, mais qui regardait bien s'il n'y avait pas un révolutionnaire, parce qu'il y avait les femmes des révolutionnaires en plus qui étaient autour de la fosse, et qui, évidemment, si quelqu'un avait voulu faire un geste un peu trop pieux vis-à-vis de ces rois, voilà, l'idée c'était quand même de détruire qu'il n'y ait pas de reliques. Donc ceux qui faisaient ça le faisaient vraiment discrètement et avec quand même un certain risque. Donc bon là, on sait que des morceaux de barbe ou de moustache ont été pris. Ce qui est assez étonnant, c'est que le crâne Bourdet est complètement imberbe et complètement chauve. On peut dire que s'il a traîné depuis 2 siècles, il a peut-être perdu ses cheveux, etc. Et que
on n'a jamais dit qu'en tout cas, ni le noir ni le soldat avaient complètement rasé le crâne. Hein. Ils ont pris une mèche, mais là, on voit un corps, une tête, alors avec beaucoup de cheveux, et aussi un autre détail, bouche fermée. Hein. Or, le crâne bourdet a la bouche ouverte. Et la bouche ouverte avec ça c'est aussi un élément important, avec les muscles de la mâchoire qui ne sont pas déchirés. C'est-à-dire que ça veut dire que ce crâne s'est momifié, bouche ouverte. C'est-à-dire que le corps s'est desséché avec sa bouche ouverte. Or, là, on voit très bien que le corps avait la bouche fermée. Donc ça veut dire qu'on aurait ouvert la bouche, à ce moment-là, on aurait déchiré les muscles pour ouvrir de force la bouche. Donc ça ne peut pas être le crâne bourdet, c'est aussi un élément assez intéressant. Un autre auteur moins connu que... un autre témoin moins connu qu'Alexandre Lenoir, et je pense être le seul à l'avoir trouvé, qui s'appelle Labiche Duval, qui est un auteur dramatique de la restauration, de la monarchie juive, qui n'a rien à voir avec le Labiche, le fameux Labiche, hein, qui était un homonyme, et ce Labiche Duval a publié sous Louis-Philippe, donc c'est quand même très longtemps après, hein, ses Souvenirs de la terreur. Donc il était à l'époque de la terreur jeune étudiant à Paris, il avait 17-18 ans, et il s'amusait plutôt que d'aller en cours assister à tous les éléments les événements les plus marquants, et il s'était trouvé donc à Saint-Denis, et il explique lui aussi que le crâne, comme le noir, que le crâne d'Henri IV était ouvert et rempli d'aromates, donc, et sentait même encore une odeur d'aromates encore assez importante. D'ailleurs, on peut penser, je pense que c'est exact, que Lamartine, qui écrit en 1847, va s'inspirer beaucoup du récit de la Biche Duval, qui était publié 2 ou 3 ans auparavant, parce qu'on y retrouve quand même des éléments de concordance entre les deux, et je pense que Lamartine, qui s'embarrassait pas trop quand il a dû prendre ce récit, qu'il a trouvé agréable, et a dû le paraphraser assez allègrement. Donc on a au moins 2 témoins oculaires qui nous disent que le crâne était scié et rempli d'aromates, donc comme il devait l'être. Aucun ne nous dit le contraire. À côté de cela, on n'a aucun, en plus, on n'a aucun témoin qui nous expliquerait que la tête aurait pu être coupée, arrachée, volée. Au contraire, tous les témoins nous disent que ce corps tout entier, le corps d'Henri IV, donc, a été déposé le premier dans une fosse commune. Donc, à la sortie, vous voyez là, c'est un dessin de l'époque qui montre donc là la basilique de Saint-Denis. Sur le côté gauche, hein, c'est-à-dire le côté de la mairie, mais derrière il y a maintenant un square, et dans ce square, donc, on avait, à l'époque ce n'est pas un square, hein, on avait ouvert 2 fosses. Donc la première qu'on appelle fosse des Bourbons, on va jeter dedans Henri IV, qui est donc le premier à avoir été profané, donc il est jeté au fond, et ensuite on va jeter par-dessus, on a des témoins qui expliquent ça très très clairement, le corps de Louis XIII, de Louis XIV, de Marie-Thérèse, etc., Marie de Médicis, voilà. Et donc le corps d'Henri IV va d'ailleurs, dès le premier jour, être sous 2 ou 3 corps, même tête bêche, enfin plusieurs témoins l'expliquent, hein, que c'est vraiment lui qui est au fond, qu'on a mis ensuite Louis XIII, Louis XIV. Donc pour atteindre le crâne d'Henri IV, en plus on va acheter de la chaux par-dessus pour faire de la terre. Donc pour atteindre le crâne d'Henri IV et éventuellement le couper, il aurait fallu, à la nuit tombée, quand plus personne n'était là, en imaginant qu'il n'y avait pas de garde, descendre dans cette fosse, déplacer les corps de Louis XIII, pourquoi, puis se dire, je vais aller prendre celui d'Henri IV. Bon, alors qu'il aurait pu aussi bien prendre Louis XIII, Louis XIV. Bon, tout ça, ce n'est pas impossible, hein, mais en histoire, tout ce qui n'est pas impossible n'est pas vrai. Il n'est pas impossible que Ravaillac soit un martien débarqué d'une soucoupe volante qui aurait... voilà, et rien ne nous dit le contraire. C'est pas pour ça que c'est vrai, si vous voulez. Là, en histoire, en fait, on ne peut affirmer les choses qu'à partir du moment où on a des éléments pour les corroborer, les justifier. Or, tous les témoignages que l'on a sur les événements de 1793 nous laissent supposer, avec beaucoup de probabilité, que ce corps a été jeté entier dans la fosse commune, recouvert ensuite par les corps de ses descendants, recouvert de chaux vive, et qui est resté intact dans cette fosse. Et que personne ne s'est avisé d'aller voler cette tête. D'autant que cette tête, elle n'apparaît
à aucun moment ensuite. On peut imaginer que si quelqu'un avait eu l'audace de voler la tête d'Henri IV au moment de la Restauration, au moment où tout le monde sortait justement ces fameuses petites reliques vraies ou pas vraies d'ailleurs, en disant, vous voyez quel bon royaliste j'ai été, et venait au roi apporter la dent d'un tel, ou les cheveux de tel autre, etc. Et bien évidemment, le possesseur de la tête, à l'époque, en plus Henri IV sous la Restauration, était le roi par excellence, le roi le plus populaire. Eh bien, il aurait reçu certainement une grande récompense. Or, le crâne en question n'aurait apparaît pas en 1815 ou 1814, au moment de l'arrivée des Bourbons. En 1817, lorsque l'on va faire finalement, alors là, vous voyez, c'est un des exemples de ces petits reliquaires, de ces petites collections de menus objets ou de menus fragments que l'on faisait à l'époque. C'est ce qu'on appelle le reliquaire de Vivant Denon, qui était le directeur du Louvre, qui était aussi un petit peu le concurrent d'Alexandre de Noir, mais en même temps son collègue. Alexandre de Noir, justement, pour ce reliquaire, on pense que c'est Alexandre de Noir, lui a donné quelques poils de la barbe ou de la moustache d'Henri IV. Donc on sait par là que Alexandre de Noir avait effectivement pris, au moment où ce fameux soldat, ça on a des témoignages écrits, ce soldat avait coupé la moustache d'Henri IV, il s'était mis en disant, vous voyez, avec cette moustache-là, ces bougres d'anglais ou ces foutus anglais ne seront plus invincibles, enfin quelque chose comme ça. Donc là on sait que les cheveux, effectivement, à un moment aussi on parle des cheveux de Marie de Médicis, que certains qui donnaient un poignet, etc. Et puis on a un autre personnage qui, à la Restauration, justement, va rendre en grande pompe à Louis XVIII des petits fragments comme ça qu'il a réussi à voler, à dérober, à soustraire à ce moment-là, c'est-à-dire un morceau d'ongle d'Henri IV, du pied, je crois, il doit y avoir quelques cheveux de Marie de Médicis, bon, vous voyez, des choses comme ça, mais vraiment des choses vraiment toutes petites qui étaient déjà très difficiles de subtiliser. Donc de là à prendre une tête, et ensuite que cette tête disparaisse dans la nature complètement, ça paraît tout de même assez étonnant. Donc en 1817, on procède à l'extraction, à l'exhumation de ces restes, pour les remettre dignement, je dirais, dans la basilique. Et eh bien, on ne retrouve rien, on ne retrouve pas de corps. Alors on nous dit, là c'est une mauvaise lecture, on nous parle à un moment du bas de trois bas du corps, et on nous dit, bah, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il y avait des corps décapités. Non, ce n'est pas des corps décapités, c'est simplement, et c'est bien expliqué dans le procès verbal, c'est des corps il y a eu un affaissement de terrain, et il est resté le bas du corps, et le reste s'était affaissé à côté. C'est absolument pas des corps sans tête, c'est des morceaux de corps, mais tout le reste est, à cause de la chaux, de la pluie, de la terre, etc., et absolument... on ne voit plus, ça n'a plus figure humaine, si vous voulez, donc on met tous ces ossements en vrac dans des grands coffres qui sont déposés dans la crypte de Saint-Denis, où ils y sont toujours. Donc à aucun moment on ne reconnaît le corps de l'un ou de l'autre, ni de corps décapité, comme on a voulu le dire parfois. Ensuite, autre problème, donc, sur ce que serait devenue cette tête d'Henri IV en imaginant qu'elle ait été volée, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle serait devenue au XIXe siècle. Hein. On n'a aucune trace de ce que... Alors là, on a chez Charlier et ses amis les hypothèses les plus échevelées, mais on ne sait pas comment cette peintre et sculptrice Emma Nallet-Poussin aurait pu, vers 1900, entrer en possession de cette tête. D'où viendrait-elle Elle-même ne savait pas que ça aurait été la tête d'Henri IV. En tout cas, elle meurt en 1932, elle n'a jamais fait parler d'elle entre-temps, lorsque Bourdet parlait de sa tête, etc. Donc tout ça, c'est complètement... on nous dit que ce serait le noir qui aurait volé la tête, mais le noir, on sait très bien ce qu'il possédait comme objet ou comme éventuelle relique. On n'a absolument de tête nulle part dans cet inventaire. Son fils, ses petits-fils, etc., qui étaient des gens très connus aussi, n'évoquent nulle part un héritage de ce genre. Donc là, on est dans le flou et dans la fabulation la plus complète. Hein. C'est-à-dire cette tête de 1919,
qui n'est, comme je vous l'ai dit, absolument pas présentée comme une tête d'Henri IV. On ne voit pas du tout comment elle pourrait être une tête volée en 1793 à Saint-Denis. Il n'y a absolument rien qui relie les deux choses. Alors, maintenant, il y a des éléments que l'on peut voir. Oui, je continue encore, j'en ai encore pour un tout petit peu, puis après on posera des questions, si vous voulez. Alors, il y a des éléments, je dirais, sur ce qu'on a pu voir sur cette tête Bourdet, qui nous ont été présentés comme des preuves que c'était bien la tête d'Henri IV. Je vais vous montrer, et je vais vous en donner quelques-uns. D'abord, une boucle d'oreille. Effectivement, la tête Bourdet, il n'a plus qu'une oreille, l'oreille droite, et dans cette oreille droite, il y a un trou, ce qui signifie que le possesseur de cette tête, le propriétaire de cette tête, celui qui l'avait sur ses épaules, en tout cas, avait porté une boucle d'oreille, et sans doute longtemps, parce que le trou est assez distendu. Donc c'est quelqu'un qui portait une boucle d'oreille depuis longtemps. Or, l'idée donc de Charlier, c'est de dire, puisqu'on pense que c'est la tête d'Henri IV, est-ce qu'Henri IV portait une boucle d'oreille? Pas de chance, et Bablon d'ailleurs le dit dans le documentaire, et moi j'ai jamais vu de portrait d'Henri IV avec une boucle d'oreille. Ça a un peu embêté les journalistes, parce qu'ils se sont dit quand même, ça serait bien que ce soit la tête d'Henri IV, donc on va chercher. Donc ils ont été cherchés dans les collections du musée Condé à Chantilly, et la conservatrice du musée Condé a découvert finalement une gravure qui date des années 1630-1640, donc 15 ou 20 ans après la mort d'Henri IV, qui montre effectivement Henri IV avec une petite boucle d'oreille. Eureka, c'est bien la preuve que c'est la tête d'Henri IV. Vous voyez, c'est-à-dire on présente l'élément à l'envers. On devrait plutôt dire, puisqu'il n'y a qu'une seule gravure sur des centaines de représentations, en plus des représentations contemporaines d'Henri IV, alors que ça c'est une représentation fantaisiste, ça laisse plutôt supposer que c'est plutôt pas la tête d'Henri IV. Mais bon, parce que même Henri IV jeune, lorsqu'il était à la cour d'Henri III où on se parlait de bijoux, lorsqu'on le voit sur les tableaux, il n'a pas de boucle d'oreille. Donc à aucun moment Henri IV ne porte de boucle d'oreille, sauf sur ce dessin de fantaisie qui a été fait par un graveur qui est né en 1615, donc 5 ans après la mort d'Henri IV. Bon. Là, c'est quand même présenter ça comme une preuve, je dirais que c'est quand même un peu pousser loin le bouchon, ça serait plutôt une preuve du contraire, ou en tout cas, ça ne prouve rien. Autre chose, c'est cette espèce de grain de beauté qu'on croit que Charlier a cru voir sur le... Alors, on ne sait pas, je ne suis pas médecin, hein, encore une fois, il dit qu'il y a un névus, c'est-à-dire une sorte de grain de beauté sur l'angle sur l'arête du nez de la momie, et effectivement, on la trouve sur un certain nombre de portraits, mais 7 portraits d'Henri IV, ce qui n'est pas absolument quand même déterminant. Et plus embêtant, c'est qu'on ne le trouve pas sur le masque mortuaire d'Henri IV, donc dont un des modèles les plus fidèles, donc qui a été pris vraiment sur le masque en plâtre du roi au moment de sa mort. Donc ça, c'est celui de Sainte-Geneviève, de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Si on fait, je suis allé le voir, je l'ai photographié sur tous les angles, je l'ai photographié vraiment sur l'angle. Si vous voyez, alors, le docteur Charlier me dit qu'il y a un névus là, moi, très franchement, je n'irai pas me faire examiner par lui parce que je ne vois pas de névus. Bon, en tout cas, alors qu'il y a quand même des détails, vous voyez, même le coin des yeux, enfin bon, c'est un moulage assez précis du crâne, du visage, sur le Henri IV lui-même. Donc c'est pas une œuvre d'art, hein, c'est vraiment quelque chose presque une photographie, et il n'y a pas de névus. Donc cette idée de névus, en plus certains comme Fornaciari, dans sa critique en 2011, disait le névus c'est pas bien évident, on n'est pas absolument sûr que c'en soit un, donc tout ça n'est pas très très sérieux. On a un peu l'impression qu'il a essayé de voir ce qu'il voulait voir. Blessure à la lèvre supérieure. Alors, le problème, c'est que les documents d'époque et une lettre d'Henri IV qu'il a écrit le soir même de cette blessure, parce qu'il avait subi un attentat en 1594 par un certain Jean Châtel qui lui avait donné un coup de poignard et qui lui avait fait sauter une incisive et qui lui avait percé la lèvre droite, supérieure droite. Et donc Henri IV s'était fait recoudre, et puis le soir même il avait écrit aux villes du royaume en disant ne vous inquiétez pas, j'ai reçu un coup d'un méchant garçon, etc. à la lèvre supérieure droite, mais ça va bien, je suis en forme, etc. Donc c'est lèvre supérieure droite apparemment. Alors, le problème c'est que sur la lèvre supérieure droite, il n'y a rien.
Alors, le docteur Charlier est allé voir sur la lèvre supérieure gauche, où il a cru trouver, non pas quelque chose sur la lèvre, puisqu'il n'y a plus de lèvre à gauche, mais sur l'os, où il y a apparemment une petite marque d'une petite cicatrice osseuse. Et il a dit, ça doit être le chose de Jean Châtel. Vous voyez, là, c'est encore un petit peu étonnant. Portrait robot aussi, donc il y a un portrait robot qui a été fait à partir du crâne, qui nous donne ça. Très franchement, quand on regarde les vrais portraits d'Henri IV, je trouve qu'il y a quand même déjà l'écartement des yeux qui est extrêmement réduit, le menton qui est extrêmement large. Ça, c'est aussi intéressant parce que on est souvent trompé par le visage d'Henri IV. Vous voyez, le visage d'Henri IV apparaît souvent un peu large. Or, c'est parce qu'à la fin de sa vie, il avait ce qu'on appelait une barbe en rond, ou un éventail, qui faisait que ça lui donnait l'impression d'avoir un menton extrêmement large. Or, là, le personnage lui-même a le menton large. Là, donc, on a... alors là, c'est le dernier lapin qu'on nous a sorti du chapeau, c'est une reconstitution, 3 dimensions, un truc hyper moderne, à partir de la tête Bourdet. Donc là, évidemment, si on met à peu près, même moi, avec des cheveux de cette couleur et une barbe de cette couleur, je ressemble à Henri IV. C'est très facile. Ils lui ont mis les yeux qu'il fallait. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous voyez ce portrait, soi-disant fait à partir de la tête Bourdet, il ressemble extrêmement au portrait d'époque, en particulier ce portrait qui avait été repris pour le billet de 5000 francs dans les années 60. Donc, même angle, voilà. Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils ont voulu copier au maximum, en mettant les cheveux, la peau, les yeux qui convenaient le mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment sur Internet. Internet, c'est une mine inépuisable. C'est un informaticien, un infographiste brésilien, qui s'appelle Cicero Moraes, qui s'est amusé. Alors lui, il n'avait pas d'a priori, donc il a repris le crâne Bourdet, les images qui avaient été diffusées sur Internet, et il les a passées dans sa moulinette à lui, sans essayer de le faire ressembler à Henri IV. Et voilà ce qu'il arrive. Donc vous voyez, ça ressemble quand même déjà moins à Henri IV. Or, c'est ce que donne aussi la tête Bourdet, si on essaye de ne pas lui faire tellement ressembler à Henri IV. Là, ça ressemble un peu plus à... Donc tout ça, et là, c'est pour vous montrer que le menton d'Henri IV était tout de même plutôt pointu. Hein. Là, c'est avant qu'il ait de la barbe, sa fameuse barbe en rond, qui donnait vraiment l'impression d'avoir un menton large. Mais lorsque l'on enlève la barbe, eh bien, on a un menton plutôt pointu qui apparaît sur ces portraits de jeunesse où il est encore imberne. Or, je reviens sur la tête Bourdet, le type avait un menton quand même très très large, qui correspond quand même pas vraiment. Donc tous ces éléments de reconstitution, soi-disant portrait robot, image 3D, etc., c'est quand même assez largement du tape à l'œil. Les spécialistes eux-mêmes qui l'utilisent pour la police disent que ça peut être une aide effectivement pour retrouver à partir de quelqu'un que l'on connaît, etc., enfin donc que l'on ne connaît pas, mais dont on a retrouvé le squelette, etc., ça peut donner une idée, ça peut permettre d'aiguiller sur une piste, mais c'est jamais quelque chose de très 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 fiable à 100%. Il y a un aspect quand même très très artistique dans l'interprétation. Autre chose amusante, c'était les nez. Là, vous voyez, pendant le documentaire, on a demandé à 2 parfumeurs de sentir cette tête pour voir s'il y avait des odeurs d'aromates, puisque Alexandre Lenoir avait dit que ça sentait les aromates. Les nez ont senti, on dit ça sent le vieux cuir, donc effectivement, c'est une momie naturelle, c'est-à-dire ça sent le cuir sec, enfin ça ne sent absolument pas, il n'y a absolument aucun aromate, aucune odeur ils n'ont senti absolument rien ça correspond plutôt à une momie naturelle. Donc là, il y a maintenant cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure aussi de mandibule ouverte. Donc vous voyez, le muscle n'est pas du tout déchiré et la tête s'est pétrifiée, bouche ouverte. Donc vous voyez, là, c'est le côté gauche dont je parlais tout à l'heure, où il n'y a plus de lèvres. Donc le docteur Charlier, n'ayant pas pu trouver de blessure sur la lèvre gauche, de toute manière, elle devait être à droite, ou à droite, il y a une lèvre, il n'y a rien. C'est un peu compliqué, mais voilà. Et sur la lèvre gauche, il y a une petite marque, apparemment, qui est un petit coup à l'os, qui serait
Alors qu'on sait qu'en 1594, Jean Châtel n'a pas touché l'os, hein, il a simplement percé la lèvre, ce qui était déjà pas mal. Il a cassé une dent. On n'a pas d'ailleurs la racine. On devrait avoir la racine de la dent ou à une marque au niveau dentaire. Et les spécialistes les dentistes qui ont étudié ça trouvent que c'est pas normal non plus. Donc vous voyez, tout ça ne tient pas. Alors, il y a d'autres éléments. Je passe pour terminer, et on pourra peut-être parler de ça, sur l'ADN. Dans un premier temps, en 2010, on nous avait dit que sur cette tête pourtant bien conservée, on n'avait pas trouvé d'ADN. Bon, ça paraissait étonnant. Alors, on nous expliquait que le plomb dans lequel du cercueil aurait détruit l'ADN, enfin, bon, toutes sortes de choses qui semblent tout à fait bizarres aux spécialistes que j'ai contactés, en particulier le professeur Cassiman de Louvain, qui m'a dit c'est quand même étonnant, ils n'ont pas dû chercher beaucoup, parce que sur une tête pareille, en plus il y a le cerveau à l'intérieur, les yeux, etc., la langue. En prenant à l'intérieur, on aurait dû, en faisant des analyses bien poussées, en y mettant quand même le temps et l'argent, on aurait pu y trouver quelque chose. Apparemment, ils n'ont pas voulu chercher beaucoup à ce moment-là, mais comme c'était un élément quand même, une des pierres d'achoppement, l'équipe de Charlier, en 2012, sont allés, ont demandé à une équipe catalane, donc du professeur Lazuela Fox de Barcelone, qui avait quelques années auparavant fait une étude, donc là on a encore la tête, qui avait fait une étude sur du sang séché conservé dans une gourde, dans une calebasse, qui aurait été du sang de Louis XVI. Donc à l'intérieur de cette gourde, c'est écrit dessus, d'ailleurs c'est pyrogravé, un homme aurait trempé son mouchoir dans le sang de Louis XVI au moment de sa décapitation en 1793 et aurait donc conservé pieusement, cette gourde s'est conservée ensuite dans une famille italienne et en 2010 je crois, donc ce généticien catalan avait étudié donc ce sang et avait établi la signature génétique de ce sang. Sans le comparer à rien, c'est-à-dire qu'il avait la signature, mais est-ce que c'était du sang de Louis XVI? Rien ne l'indiquait. Il aurait fallu le comparer à un descendant ou quelque chose comme ça. Or, ça n'avait pas été fait, il avait simplement établi la signature génétique de ce sang. Charlier donc a demandé à ce professeur espagnol de faire une nouvelle analyse sur le crâne. Donc là, on a découvert un petit peu d'ADN. Alors, l'ADN, pour simplifier, il y a deux sortes d'ADN qu'on utilise en génétique historique, qui est l'ADN, le chromosome Y pour les hommes, c'est-à-dire c'est le chromosome masculin, donc seuls les hommes l'ont, hein, ça ne permet de déterminer que les hommes et une lignée masculine. Et puis il y a ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial qui se transmet par les mères, donc les mères le transmettent à tous leurs enfants, mâles et femelles, mais seuls les filles les transmettent à leur tour à leurs filles. Donc là, il faut aller dans des branches uniquement féminines. Donc on a d'un côté des branches uniquement masculines, uniquement féminines. Donc dans la tête dite d'Henri Kahn, dans la tête Bourdet, le docteur Lazuela Fox a trouvé un petit peu de chromosome Y, donc quelques éléments du chromosome Y, et l'ADN mitochondrial à peu près complet, parce que c'est plus facile à trouver. Et ça a été comparé avec ce sang soi-disant de Louis XVI. Donc déjà, c'est une équation à deux inconnus, avec voilà. Enfin, on va plutôt comparer une inconnue à une autre inconnue, c'est-à-dire du sang soi-disant de Louis XVI à une tête soi-disant d'Henri IV. Donc déjà, a priori, au point de vue de la pure logique mathématique, c'est un peu bizarre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce sang, cette tête Bourdet, le chromosome Y, on n'a trouvé que des éléments extrêmement fragmentaires. Dans le chromosome Y, il y a ce qu'on appelle des marqueurs, et il y a, enfin, pour avoir une détermination intéressante, on fait, je crois, 36 ou 37 marqueurs. Or là, on n'avait trouvé que 3 marqueurs, sur 37, donc, et 3 marqueurs qui correspondaient, dont 2 correspondaient à des marqueurs trouvés dans le sang. À partir de là, c'était quand même très très limité pour arriver à indiquer une parenté, parce qu'on peut très bien, deux personnes complètement étrangères l'une à l'autre peuvent avoir peuvent avoir 2 ou 3 marqueurs en commun sans que ce soit pour le coup une preuve de parenté. Donc tout ça à l'époque avait été quand même, donc ça s'est sorti un petit peu comme
une surprise de fin d'année le 31 décembre dernier, hein, par un communiqué aussi un petit peu ronflant, hein, c'est toujours il y a un côté un peu médiatique dans ces affaires, pour nous dire c'est bien la preuve que c'est la tête d'Henri IV, puisqu'il a le même ADN que le sang de Louis XVI. Bon, tout de suite je me suis dit, là, regardons ça d'un peu plus près, je suis allé revoir Cassiman, je suis allé voir aussi le docteur Pascal, qui est le grand spécialiste français de la génétique, en particulier dans les affaires criminelles, etc., qui au laboratoire de Nantes, et qui m'a dit non, non, tout ça ne prouve rien, on n'a pas assez de points de comparaison, c'est pas très sérieux, donc tout reste encore à démontrer. Donc je me suis dit à ce moment-là, eh bien, on va essayer de faire là une analyse ADN sérieuse, puisqu'on a dans cette tête quand même, on a donc quelques marqueurs, et puis surtout dans ce sang, où là on avait vraiment un chromosome Y assez complet, et puis on avait aussi le chromosome, l'ADN mitochondrial. Donc on a fait d'abord, dans un premier temps, une étude purement généalogique, c'est-à-dire qu'on a essayé de déterminer quel aurait dû être l'ADN mitochondrial d'Henri IV. Donc voilà le professeur Cassiman qui a travaillé sur cette affaire, et donc on a, alors, voilà, donc j'explique, voilà. Dans un premier temps, donc on a étudié le chromosome Y. On s'est dit, pour établir le véritable chromosome Y des Bourbons, la meilleure chose à faire, c'est de voir quel est le chromosome Y de Prince Bourbon actuellement vivant. Et pour éviter, enfin pour voir s'il n'y a pas eu d'infidélité féminine dans leur lignée, on va prendre des princes issus de branches extrêmement éloignées les unes des autres. Et s'ils ont le même chromosome Y, ça signifie bien, vous voyez, qu'ils ont le même ancêtre. Quand des cousins éloignés ont le même chromosome Y, s'il y avait eu une infidélité qui s'était glissée dans l'une des branches, nécessairement il a fait que le même séducteur, séduise toutes les princesses de toutes les branches différentes au même moment. Bon, là, ça prouve quand même, si on a le même chromosome Y chez des princes Bourbons de branches quand même très éloignées, on a une chance quand même très très sérieuse et très probable d'avoir le véritable chromosome Y des Bourbons. Donc on a demandé à 3 princes Bourbons actuellement vivants, donc le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, après je vais vous montrer l'arbre généalogique, son cousin Axel de Bourbon-Parme, et puis, alors là, un cousin très éloigné, à l'autre bout des Bourbons, je dirais, qui est le prince Jean d'Orléans-Bragance, qui est donc un prince brésilien, qui descend de Louis-Philippe et qui donc descend de la branche Orléans, donc du deuxième fils de Louis XIII, de Philippe d'Orléans, duc d'Orléans. Donc aussi les Bourbons-Parme descendent par les mâles de Louis XIV, lui descend du frère de Louis XIV. Donc on a on avait un descendant du deuxième fils de Louis XIII et 2 descendants du premier fils de Louis XIII, donc Louis XIV. Or, donc je vous montre le tableau généalogique, donc vous voyez, en partant d'Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Philippe d'Orléans, on a d'un côté donc les Bourbons-Parme, les Bourbons de la branche aînée jusqu'au comte de Chambord, et de l'autre côté donc les Orléans, et en l'occurrence les Orléans-Bragance, donc qui est une branche cadette des Orléans. Or, donc le professeur Cassiman a établi le chromosome Y de ces 3 princes, et il se trouve que ces 3 princes ont le même chromosome Y, avec des toutes petites variantes, mais vraiment sur 36 allèles, 36 marqueurs, il y a 2 pour l'un et 3 pour l'autre de différence, mais sur autant de générations, c'est tout à fait normal, donc ils sont vraiment cousins, ils descendent bien du même personnage, qui est... Ça prouve bien que Louis XIV et son frère Philippe d'Orléans étaient frères, donc que leur mère Anne d'Autriche les avait conçus avec le même homme. Donc, ce même homme, il y a quand même toutes les chances de penser que c'est Louis XIII, à moins qu'il y ait eu un amant très assidu qui lui ait fourni ses 2 fils. Mais bon, je pense qu'on a assez peu. Autant on a dit que Louis XIV aurait pu être à un moment, on a échafaudé des théories, autant pour Philippe d'Orléans, je pense qu'on n'a jamais vraiment mis en doute la paternité de Louis XIII. Donc on a bien, pour Philippe d'Orléans et Louis XIV, le même père, donc Louis XIII, donc on a bien l'ADN de Louis XIII et donc l'ADN, le chromosome Y d'Henri IV. Or, ce chromosome Y ne correspond pas ni à ce qu'on a trouvé dans le sang, donc c'est pas du sang de Louis XVI, c'est une fausse relique, et dans le crâne, ça ne correspond pas non plus. Donc c'est un élément supplémentaire, je dirais, pour contester l'authentification de ce crâne. Et deuxième plan, alors là c'est un petit peu plus compliqué,
c'est l'ADN mitochondrial. Donc l'ADN mitochondrial, là, pour déterminer quel est l'ADN mitochondrial d'Henri IV, donc je vous ai dit, l'ADN mitochondrial, on en hérite de sa mère, la mère de sa mère, la mère de la grand-mère, etc. Donc uniquement par les femmes. Donc il fallait, Henri IV avait l'ADN mitochondrial de sa mère, Jeanne d'Albret, qui avait elle-même de sa mère, de mère en mère. Donc pour obtenir l'ADN mitochondrial d'Henri IV, il fallait remonter jusqu'à une femme, une ancêtre féminine, qui aurait eu deux filles, et donc les deux filles, donc l'une, voilà, on va vers Henri IV, et l'autre fille, une autre descendance uniquement féminine aussi. Voilà, et c'est là que la généalogie, Patrick Germain, donc, qui est généalogiste, m'a donné un coup de main pour établir ce tableau, parce que finalement, pour retrouver une branche, enfin une ancêtre où il y avait deux branches comme ça féminines continues, il a fallu quand même remonter assez loin. Il a fallu remonter jusqu'à une certaine Anna de Habsbourg qui vivait à la fin du XIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe, et donc qui avait eu deux filles, donc une fille Mathilde de Wallenstadt qui était l'ancêtre féminine d'Henri IV, et puis une Judith qui elle, lorsque l'on descend sa descendance féminine, on tombe, alors ça c'est un des hasards de la généalogie, on va tomber sur Marie-Thérèse d'Autriche, donc la grande impératrice Marie-Thérèse, qui était, comme vous le savez, la mère de Marie-Antoinette, qui était la mère de Louis XVII. Or, dans les précédentes analyses avec Jean-Jacques Cassiman, Jean-Jacques Cassiman avait établi l'ADN mitochondrial de Louis XVII, l'ADN mitochondrial de Marie-Antoinette, des sœurs de Marie-Antoinette, des descendantes féminines des sœurs de Marie-Antoinette, en l'occurrence Anne de Roumanie, en particulier. Donc il a été facile, il n'y a pas eu besoin de faire d'analyse supplémentaire, si vous voulez. Il a comparé donc cet ADN mitochondrial qui aurait dû être celui d'Henri IV, donc celui de la tête Bourdet, avec celui de Louis XVII. Ah oui, c'est assez amusant parce qu'il avait le même ADN mitochondrial que son descendant Louis XVII, non pas parce qu'il était l'arrière-arrière-arrière-grand-père, mais parce qu'ils avaient une même parenté lointaine par des femmes, si vous voulez. Bon, ça, c'est les hasards de la génétique et de la généalogie. Et donc là aussi, l'ADN mitochondrial ne correspond pas. Et là, on peut difficilement mettre en cause la fiabilité de la chose parce que autant il peut y avoir des infidélités féminines, autant la filiation par la mère, je dirais, il faudrait qu'il y ait eu une substitution d'enfants. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, une des mères, on lui a enlevé son enfant pour en mettre un autre à la place. Sinon, donc là, finalement, l'ADN mitochondrial permet quand même d'avoir des certitudes beaucoup plus grandes encore que le chromosome Y. Or, ça ne correspond pas, donc c'est encore un élément de doute très très sérieux à avoir vis-à-vis de cette tête. Voilà, on peut peut-être terminer là, et puis si vous voulez me poser des questions, voir certains éléments. Je sais que c'est assez complexe tout ça, et que c'est difficile en 1 heure ou 1 heure et demie de tout résumer. Si vous plongez dans le livre, vous verrez qu'il y a beaucoup d'explications détaillées, beaucoup de documents en plus qui permettent de mieux comprendre. Mais bon, j'espère quand même que ça a été suffisamment clair et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.